Monsieur le professeur. Merci, monsieur le doyen. Alors, nous aurons jusqu'à... la pause est à 10h30 et nous nous sommes dit que pour rendre notre table ronde la plus vivante possible, je vous ferai une petite présentation, mais ultra succincte, du projet. Ensuite, je donnerai la parole à François Chendé, professeur à Lyon 3, et qui formulera un certain nombre d'observations. Et aussitôt après, vous pourrez poser vous-même des questions, intervenir. Puis, je donnerai la parole à Frédéric Hébert, notaire et professeur associé dans cette université. Et même chose, il fera des observations et nous discuterons. Et nous finirons à 10h30. Vous ne nous avez pas dit où est-ce qu'il est, Denis? Denis. Un seul. Voilà. Pourquoi est-ce que M. Meunier n'est pas là? Oui. Il n'est pas là. Il est en réunion au ministère. J'avais compris. Je voulais te le faire confirmer. Le premier président nous l'a dit. Il nous a écrit un courrier. Quand même, il avait mandaté l'association pour ce projet. Il nous a écrit un courrier pour la journée d'aujourd'hui pour nous exprimer tout son soutien et ses félicitations eu égard au travail accompli. Très bien. Mais Guillaume Meunier est une cheville ouvrière indispensable de la chancellerie. C'est cependant non pas un mauvais signe, mais un signe auquel nous devons faire attention. Et je voudrais parler 30 secondes dans le sillage de ce que vient de dire le Premier président. Le garde des Sceaux, ou la garde des Sceaux, a lancé les chantiers de la justice. Donc à nouveau une réforme très ambitieuse de concentration des moyens, de concentration des juridictions entre elles, et de concentration et de spécialisation à l'intérieur des juridictions, et de dématérialisation pour une bonne part de l'accès et du traitement de la justice. Ce sont probablement des choses qu'il faut faire, mais sans doute après y avoir réfléchi et a entendu l'ensemble des intéressés, dont le premier président de cette cour. Et le risque que j'y vois pour ma part, j'étais hier avec le chef de Guillaume Meunier à la première présidence de la Cour d'appel pour une conférence. C'est le directeur des affaires civiles et du Sceau, monsieur Andrieux, qui a tenu un discours qui était un discours essentiellement de... Bien sûr, il y avait le fond, il a évoqué les différents avant-projets, dont les nôtres, mais un discours qui tenait essentiellement sur l'évolution de la justice. Et presser encore plus les magistrats, les recentrer, leur donner des tâches supplémentaires, accélérer la dématérialisation, c'est une bonne chose, mais ça peut avoir des conséquences sur le traitement du fond des dossiers, le temps de la réflexion, le raisonnement, la documentation, les textes de loi, les textes qui sont actuels, qui ne sont pas que des musées, et les textes que nous préparons. Il a parlé aussi de la justice prédictive, qui est un de mes chevaux de bataille en ce moment, contre lequel je pousse pour un certain nombre de raisons. On n'a pas le temps de l'évoquer. Mais nous devons être vigilants à ce que, dans nos offres de loi que Denis a évoqué si bien tout à l'heure, ce dialogue avec le pouvoir exécutif, cette écoute qu'a la chancellerie à notre égard, cela débouche effectivement sur de nouveaux textes qui donneront lieu à de la jurisprudence, une jurisprudence fondée sur un travail de réflexion, de raisonnement fourni, bien sûr, par les avocats en amont. Il ne faudrait pas qu'il y ait une sorte de fossé qui se crée entre abattre encore plus de dossiers sur la charge, sur les épaules des magistrats, avec des textes flambant neufs, mais qui méritent réflexion. Voilà. Alors, je voudrais maintenant dire 2 mots sur nos discussions. Alors, c'est vrai qu'elles
elles ont été très, très animées sous la houlette de Jérôme Muel, le petit groupe que nous avions. C'était extrêmement sympathique, c'était extrêmement stimulant. Je dois dire que ce seront de très bons souvenirs. En même temps, nous n'étions pas d'accord sur tout, c'est le moins qu'on puisse dire. Denis disait il faut admettre d'avoir tort. Pas forcément, ceux qui se retrouvaient en minorité n'avaient pas nécessairement le sentiment d'avoir tort, mais qu'il fallait avancer, ça c'était clair, c'était le point central, se ranger à la majorité pour arriver à un projet qui est celui-ci, qui n'est au fond qu'une ébauche. Il fallait se rattacher au calendrier de la chancellerie que Guillaume Meunier avait clairement indiqué, et partant de cette ébauche, proposer à la plus large collectivité, et vous êtes effectivement les premiers, c'est vous qui en avez la primeur, ce texte permettant de refondre des dispositions qui avaient vieilli, pas toutes, Denis, je t'ai trouvé trop sévère, pas toutes. Il y a des dispositions qui n'ont pas vieilli tant que ça, et la preuve, on les a reprises pour une bonne part. Et puis d'autres, en revanche, qui méritaient discussion et travail. Alors, l'architecture, d'abord, il y a l'architecture du code. La question était de sortir du contrat de vente un certain nombre de règles qui pouvaient avoir une vocation plus générale et s'appliquer à d'autres contrats spéciaux. C'était la première piste qui a été creusée. Ensuite, la deuxième piste, c'était poser des règles communes plus larges à toutes les ventes, avec un certain nombre de points, de points essentiels sur le régime commun de ces ventes, touchant d'abord une définition plus large de la vente, touchant le prix, les garanties, les promesses, la prescription, etc. Et puis, dernier point, c'était de mettre dans une méthodologie nouvelle, contemporaine, c'était de mettre l'accent sur certaines ventes spéciales par rapport à d'autres et donner des règles particulières pour ces ventes. Et enfin, l'échange, puisque notre table ronde porte aussi sur l'échange. L'échange, c'est une ébauche. Alors, il y aura très probablement pas mal de choses à rajouter. Donc voilà juste la présentation succincte de l'architecture de ce qui a été fait. Maintenant, on va discuter sur quelques points qui méritent qu'on s'y arrête. Et je donne la parole à François Chendé. Merci beaucoup, cher Pierre-Yves. Et je commencerai par des remerciements. Qui sont d'usage, mais qui sont comme toujours sincères. Remercier la faculté de droit de Grenoble de son accueil, le public et les étudiants en particulier d'être si nombreux. C'est vrai que ça fait chaud au cœur pour un colloque universitaire de voir autant de personnes dans un amphithéâtre, et de jeunes personnes en particulier. Remercier également l'association Henri Capitan pour l'organisation de ces journées, et peut-être remercier enfin et surtout celui qui fait le lien entre ces deux institutions, Christophe Vernière, de m'avoir invité à participer à ces journées. J'en suis ravi. Ça m'a donné l'occasion de découvrir cet avant-projet, de le lire de manière approfondie, et puis également de me prêter à ce jeu de la discussion, jeu qui nous a été demandé de réaliser. Je commencerai toutefois, avant de discuter quelques points, j'en ai retenu que deux, j'en listerai d'autres, mais j'en ai retenu que deux parce qu'on ne dispose que de peu de temps, et l'idée est vraiment de laisser un peu de la place également au public. Saluer d'abord, avant de discuter, cet avant-projet de réforme du droit des contrats spéciaux. En saluer le principe, je pense que cette réforme était nécessaire. Le droit vivant des contrats, c'est le droit des contrats spéciaux. J'avais un professeur, Laurent Leveneur, qui nous disait « le contrat n'existe pas, il n'existe que des contrats ». Et le droit des contrats spéciaux en est l'expression. Saluer aussi l'esprit du texte, pour ma part, que j'ai trouvé à égale distance. Je ne sais pas si c'était une volonté, mais à égale distance d'un esprit de conservation, mais également d'un esprit de révolution. Je crois qu'on est dans un entre-deux qui me semble tout à fait juste, comme toujours. Et saluer aussi le contenu du texte, car
Je ne vais pas jouer à l'avocat du diable. J'ai trouvé sur les dispositions qu'on m'a demandé de regarder de manière plus précise, qu'il s'agissait d'un texte évidemment, mais je n'en doutais pas avant de le lire, de qualité, tant sur le fond que sur la forme, et qu'il ne faudra donc pas compter sur moi pour tirer à boulet rouge, bien sûr, sur ce texte, car ce ne serait pas sincère. Je l'ai trouvé de qualité. Pour autant, je vais me prêter au jeu de la discussion, mais de manière tout aussi sincère. Voilà, quelques dispositions m'interrogent, quelques points me turlupinent un peu plus, et je voudrais vous en faire part. Alors, je ne dirai rien, peut-être d'abord parce que je n'ai pas grand-chose à en dire, mais je ne dirai rien des quelques choix dogmatiques, mais au sens noble et beau du terme, ou doctrinaux qui ont été faits par les rédacteurs de l'avant-projet. Je lis l'article 12, c'est tout de même le premier qu'il nous fallait lire pour la vente. Le contrat de vente est celui par lequel le vendeur transfère la propriété ou tout autre droit réel à l'acheteur qui s'oblige à en payer le prix. Voilà qu'on nous dit que la propriété est un droit réel. Je viens d'une université où ça ne passerait pas comme une lettre à la poste auprès de tous mes collègues. Mais je n'en dirai rien, car sincèrement, je n'ai rien de plus à en dire. Je voudrais dire quelques mots plus sérieusement et plus sincèrement de quelques choix techniques et d'un choix plus politique. Un arbitrage, en réalité, un arbitrage réalisé par les rédacteurs de l'avant-projet qui, là, je le disais, c'est vrai, m'interroge un petit peu plus. Alors, sur les choix techniques, j'énonce ce que je n'évoquerai pas, faute de temps, mais que j'aurais aimé évoquer. Peut-être pour encourager ceux qui auraient des questions sur ce sujet à les poser et à ne pas se retenir. Une question sur la détermination du prix, c'est l'article 14, qui reprend la formulation du nouvel article 1163 du Code civil. Voilà, le prix doit être déterminé ou déterminable. Le déterminable étant le prix qui peut être déterminé sans un accord ultérieur des parties. J'ai trouvé le renvoi intéressant, avec toute la difficulté de ce renvoi, c'est qu'on n'est pas tous bien sûrs de ce que nous dit l'article 1163 et de la portée de l'article 1163. Et en lisant cet article 14, je me suis demandé, c'est une question que je pose, peut-être Pierre-Yves y répondra, quelle était la volonté des rédacteurs de cet article? S'agissait-il de consacrer l'état du droit positif ? C'est-à-dire, on le sait, une déterminabilité du prix qui ne dépendrait pas de la volonté d'une seule partie. Eh bien, j'en étais pas convaincu à la lecture du texte, j'en sais rien, peut-être que c'était le cas, et à mes yeux, ce serait tant mieux. Mais comme le texte ne fait référence qu'à cette exigence, qu'il n'y ait pas besoin d'un nouvel accord ultérieur des parties, mais ne fait pas référence à l'autre partie de la jurisprudence de la Cour de cassation qui nous dit que la détermination du prix ne doit pas dépendre de la volonté d'une seule partie, est-ce que... il faut lire ce texte comme permettant la possibilité pour l'une des parties, le vendeur, de déterminer unilatéralement le prix par une clause qui lui en fournirait le pouvoir, comme dans un contrat cadre. Je n'en sais rien. Si telle était la volonté des rédacteurs de ce texte, peut-être Pierre-Yves nous le dira. Je ne dirai rien de plus non plus de cette disposition, l'article 19 sur la vente de la chose d'autrui. La vente de la chose d'autrui, vous l'avez vu, ne serait plus nulle. Mais il ne s'agirait plus d'un défaut de validité, mais d'un défaut d'exécution. Je trouve cette disposition très juste et cette façon d'envisager la vente d'autrui très bonne. Je me suis juste demandé, et renouant d'ailleurs avec des solutions anciennes, romaines, cher Pierre-Yves, mais je me suis demandé s'il ne fallait pas accompagner cette disposition d'un texte dans cette section ou ce paragraphe sur le transfert de la propriété. Les rédacteurs du projet, à raison, ont développé le moment du transfert de propriété en renvoyant en droit commun, mais avec quelques dispositions spécifiques pour quelques hypothèses. Il me semble qu'une petite précision sur le moment du transfert de propriété en cas de vente de la chose d'autrui ne serait pas nécessairement inutile à ajouter, mais faute de temps, je n'en dirai pas plus. Je n'en dirai pas plus non plus de l'article 25 de cet avant-projet sur le transfert des droits et actions qui sont l'accessoire du bien vendu. Je trouve cette disposition tout à fait bienvenue, consacrant cette transmission accessoire des droits et actions attachés au bien, je ne sais pas si le mot attaché est le bon, accessoire au bien, et avec une volonté, je l'ai compris comme ça en tous les cas, la lecture de l'article 25, une volonté de remettre un peu de l'ordre par rapport à l'état de la jurisprudence sur ce transfert des droits et des actions, où c'est vrai... la Cour de cassation, peut-être, j'en sais rien, péchant par excès de dogmatisme sur cette question, on est arrivé dans ces dernières décisions à admettre une transmission des droits et actions à l'acheteur sans limite. Quand j'entends sans limite, c'est-à-dire en privant le vendeur lui-même du droit d'agir dans des hypothèses où pourtant il semble que c'est bien lui qui a souffert d'un préjudice et donc que c'est à lui qu'il faut reconnaître le droit d'agir dans ce cas. Alors...
en lui réservant le droit d'agir à ce vendeur juste pour un type de préjudice, et c'est une question, là encore, que je pose au rédacteur de l'avant-projet, en lui réservant la possibilité d'agir pour la réparation du préjudice de jouissance. C'est vrai, je crois que c'est le premier poste de préjudice auquel on pense lorsqu'on songe à cette question de la transmission des droits et actions. Très bien, c'est l'acheteur, le sous-acquéreur qui pourra agir en garantie des vices cachés, pour prendre cet exemple simple, mais pour autant, le vendeur, le premier acquéreur, dans tout le temps où il a souffert du vice caché, il a souffert d'un préjudice de jouissance qu'il faut réparer. Je crois que c'est peut-être un peu court dans les postes de préjudice, et c'est le problème de précisément déterminer le poste de préjudice qui serait réparable pour ce vendeur. C'est un peu court, le préjudice de jouissance. J'ai imaginé des cas assez simples où ce vendeur, donc cet acheteur, cette personne intermédiaire dans cette chaîne de contrat, aurait réalisé des réparations sur la chose. Voilà, c'est le garde-corps, pour reprendre cet exemple qui avait pris en doctrine, ce garde-corps qui a été réparé par le vendeur, le personnage intermédiaire dans cette chaîne de contrat. C'est le prix qui a été fixé avec une décote, parce que précisément le bien souffrait d'un vice caché, et donc le vendeur l'a vendu au sous-acquéreur à un prix inférieur. Il me semble que ce préjudice-là mérite réparation, ces deux préjudices-là méritent réparation, et qu'en visant spécifiquement, mais c'est une observation, peut-être une question, mais parce que peut-être que c'est pas dans l'esprit des rédacteurs limitatif, ce poste de préjudice, mais en visant précisément le vendeur garde le droit à réparation du préjudice de jouissance, on a quand même envie de lire ne conserve que ce droit, alors que de toute évidence, il ne conserve pas que ce droit. Et à certains égards, l'ancienne formule de la Cour de cassation, qui tire plus vers la procédure civile que le droit civil, mais après tout, c'est bien de ça dont il s'agit, selon lequel le vendeur pourrait toujours agir s'il a un intérêt à agir, en réalité, je me demande si cette formule jurisprudentielle, moins précise, mais plus accueillante, n'est pas plus juste. Mais c'est entre l'observation et la question. Je ne dirai rien de plus long, j'irai même encore plus vite, pourtant c'est une belle question, bien sûr, classique, qu'on aime poser à nos étudiants. Vous serez peut-être interrogé à l'examen sur cette question, de l'article 31, c'est-à-dire l'articulation de la garantie des vices cachés et des vices du consentement. Grande question, s'il en est, de savoir si, lorsque la chose est atteinte d'un vice caché, l'acheteur pourrait également agir en nullité pour vice du consentement. L'article 31 règle cette question, et c'est son premier atout, en disant que s'il existe un vice caché, ça exclut toute action en nullité sur le vice du consentement. C'est dire, me semble-t-il, mais je parle évidemment sous le contrôle des spécialistes du droit des contrats spéciaux qui sont ici présents, qu'on va un petit peu plus loin que la jurisprudence de la Cour de cassation qui cumule cette option pour l'erreur, mais qui semblait l'accueillir pour le dol. Lorsqu'il y avait un dol, là tout de même, on pouvait agir en nullité sur le fondement du dol. Donc là, la solution est plus radicale. S'il existe un vice caché, on exclut l'action en nullité fondée sur un vice du consentement. Ce qui me fait penser que je vous conseille la lecture d'un article à venir à la RTD Civ, écrit par mon collègue lyonnais, ici présent, William Dross. Il va encore plus loin que vous, c'est plus simple. Il propose de supprimer l'erreur et le dol dans cette hypothèse des vices cachés de manière assez convaincante. Ça pourrait régler la question. Voilà, je voulais te taquiner, William, j'ai vu que tu étais là. Bon, évidemment, là, le texte ne va pas aussi loin. Alors, là, on connaît le débat sur cette question. Faut-il ouvrir une option ou pas dans cette hypothèse à l'acheteur ? La doctrine est divisée. J'avoue faire partie de l'autre camp, si je puis dire. Voilà, j'estime qu'abondance de biens ne nuit pas et que si ce vice caché est une erreur, je trouve dommage, mais c'est un arbitrage politique là encore, dommage de priver l'acheteur de cette action avec des conditions différentes, des effets différents. Mais bon, je connais aussi les avantages de la solution retenue à l'article 31. Mais je vous dirais toutefois, et ça annonce pour le coup ce dont je voudrais le mettre le plus en avant, que je trouve que cette disposition pose une difficulté vraiment importante avec son articulation avec je m'arrêterai à cet article 33 de l'avant-projet. Alors j'ai coupé, je voulais vous parler également des nouvelles sanctions accrochées à la garantie des vices cachés, et j'avais envie de vous dire que je n'étais pas très convaincu par le renvoi feu l'action estimatoire remplacée par le renvoi à la réduction du prix de droit commun. Je trouve que renvoyer à la réduction du prix de droit commun, alors qu'on ne sait pas trop ce que c'est que cet article 1223 aujourd'hui, qu'on n'est pas bien sûr d'en comprendre les conditions, les effets, c'est très incertain cette nouvelle action en réduction du prix. Une nouvelle action en réduction du prix qui en plus se veut extrajudiciaire. Je me demande si ce n'est pas la bonne
la bonne contre-épreuve, les vices cachés, pour montrer que c'est pas raisonnable. Le contentieux des vices cachés, ça demande expertise. Il faut déjà déterminer s'il y a un vice caché et là laisser la possibilité à l'acheteur de dire j'ai reçu une chose, mais j'estime qu'il y a un vice caché. J'estime qu'il y a un vice caché et donc je demande la réduction du prix, je notifie la réduction du prix. Ça me semble tout à fait exorbitant, tout à fait déraisonnable. Je trouve l'action de droit commun tout à fait exorbitante et déraisonnable, cette nouvelle action de droit commun extrajudiciaire. Je trouve qu'à l'épreuve de la garantie des vices cachés, ça me saute encore plus aux yeux. Permettre à un acheteur de déterminer l'existence, l'ampleur du vice caché, de dire voilà, il peut notifier la réduction du prix, ça, j'arrive pas à me convaincre de l'opportunité de ce choix. Toutefois, j'en dis pas plus et je reviens à cet article 33 qui m'a semblé être le gros morceau de l'avant-projet sur la vente, c'est-à-dire la question de savoir dans quel délai on peut agir en garantie des vices cachés. Et vous l'avez compris, uniquement en garantie des vices cachés, puisqu'il n'y aura plus d'action en nullité pour erreur, ni même pour dol. Or, l'article 33 nous dit, le droit positif aujourd'hui, vous le connaissez, chers étudiants, un délai de 2 ans, mais de 2 ans à compter de la connaissance du vice, un délai de prescription qui peut être suspendu par une mesure d'instruction avant procès. Et je vous le rappelle également, délai pour agir à compter de la découverte du vice. On s'était posé la question lorsqu'on avait transposé la directive communautaire dans le Code de la consommation de savoir si, je vous rappelle que la garantie de conformité du Code de la consommation c'est un délai de 2 ans, je crois me rappeler, à compter de la réception du bien, mais il y a c'est l'article L217-12 du Code de la consommation, mais il est suivi d'un article L217-13 du Code de la consommation qui nous rappelle que dans cette hypothèse, on pourra quand même agir en garantie des vices cachés. Donc on avait senti le besoin de raccrocher le wagon des vices cachés justement pour permettre une action dans un délai plus acceptable à compter de la découverte du vice. Alors là, le choix, me semble-t-il, si j'ai bien lu le texte, est tout autre. Je commencerai par l'alinéa 2 qui ne me pose aucune difficulté mais qui me semble venir en premier dans la logique de ce texte. L'acheteur qui découvre le vice doit en dénoncer l'existence et la nature dans un délai raisonnable. Le bref délai a disparu, voilà le délai raisonnable. Bon, là, il doit dénoncer l'existence du vice dans un délai raisonnable à compter de sa découverte. Par définition, cette mesure ne me pose aucune difficulté, ça me semble être de bonne justice. Si l'acheteur se convainc de l'existence d'un vice, d'exiger de sa part qu'il réagisse rapidement. Cet alinéa 2 ne pose pas de problème. Celui qui m'a posé difficulté, vous l'avez compris, c'est bien sûr l'alinéa 1. La garantie prend fin 2 ans ou 5 ans après réception du bien, 2 ans ou 5 ans selon que le vendeur ignorait ou connaissait le vice. Alors c'est ça qui m'a, moi, je dois le dire, posé le plus de difficultés. Délai de 2 ans ou 5 ans à compter de la réception du vice, cela paraît court. Je ne parle pas du délai, je parle bien sûr du point de départ. À compter de la réception du bien, je parle bien sûr du point de départ. Je reviens à cette logique du bref délai de 1804. On exigeait un bref délai, on voulait que ça aille vite, mais bien sûr à compter de la connaissance du vice. Je reviens à la garantie de conformité du Code de la consommation, délai de 2 ans à compter de la réception, mais attention, on ouvre la voie à la garantie des vices cachés précisément parce qu'on va décaler le délai pour agir à compter de la découverte du vice. Là, vraiment, je trouve que c'est court, que c'est extrêmement court. Et finalement, la solution qui me paraît la plus dure, ça peut être un peu paradoxal, enfin, je ne sais pas, vous me direz, c'est l'hypothèse du délai de 5 ans, qui me semble être le point le plus problématique. Parce que si le vendeur ignorait le vice, le texte nous dit qu'on ne pourra plus agir en garantie des vices cachés. C'est un délai d'ailleurs peut-être plutôt de forclusion. La suspension de la mesure d'instruction avant procès, est-ce que ça ne fonctionnerait plus? C'est une question, j'en sais absolument rien. Mais en tous les cas, voilà, si le vendeur ignorait le vice, la garantie prend fin dans les 2 ans à compter de la réception du bien. C'est très court. Alors j'ai finalement réussi à me dire c'est pas très grave, en réalité ça ne changera pas grand-chose, car si le vendeur est de bonne foi, il y a généralement une clause qui exclut la garantie des vices cachés. Donc si le vendeur est de bonne foi, de toute façon, l'acheteur était coincé par la clause qui écartait les vices cachés, donc il ait 2 ans pour agir, à la limite, il s'en moque, il n'a pas le droit d'agir. En revanche, lorsque le vendeur est de mauvaise foi, limiter son délai pour agir, on ne parle pas d'ailleurs de délai pour agir, c'est la garantie qui prend fin, à compter de 2 ans. Là, je trouve que c'est excessivement court. Dans l'hypothèse, on aurait donc un vendeur qui est de mauvaise foi, qui connaissait l'existence du vice caché, et on dirait qu'au bout de 5 ans à compter de la réception du bien, or on le sait en pratique. Les vices se découvrent parfois, certains vices cachés, bien plus tardivement que 5 ans à compter de la réception du bien, tant et si bien qu'on avait l'application du délai butoir de la prescription trentenaire qui permettait de cantonner un peu au moins 30 ans à compter de la réception du bien. Passer de 30 ans, 20 ans maintenant aujourd'hui avec l'article 2232 à 5 ans, dans l'hypothèse où le vendeur est de mauvaise foi, ça me paraît être une solution qui est, oui,
trop à l'avantage du vendeur. Trop à l'avantage du vendeur, surtout lorsqu'on articule cela avec l'article que j'ai cité tout à l'heure, dont j'ai déjà oublié le numéro, l'article 31, qui exclut le cumul en cas de dol. Et c'est là qu'on s'aperçoit peut-être la justesse de la jurisprudence de la Cour de cassation, qu'on pouvait critiquer de manière un peu dogmatique, en disant quand même, pour l'erreur, on n'admet pas le cumul, et pour le dol, on l'ouvre, tout ça n'est pas très logique. Finalement, c'est peut-être de bon sens, dans une hypothèse où il y a un dol du vendeur, où il est de mauvaise foi, que de lui permettre d'agir dans le délai de 5 ans, à compter, non pas de la découverte du vice, mais à compter de la découverte de l'erreur. Moi, là, ça me paraît être une solution... Alors, qu'on met toujours en avant sur l'idée de la sécurité juridique. La sécurité juridique, moi je ne crois pas, c'est la sécurité du vendeur qui est ici conservée, ce n'est pas du tout la sécurité juridique. Si j'osais, je finis par là, si j'osais, Pierre-Yves, je me demanderais presque si ici on ne pourrait pas plaider la disproportion, l'atteinte disproportionnée au droit d'agir en justice garanti par l'article 6, mais vous ne répéterez pas que je l'ai dit. Voilà, j'en ai terminé. Bon, je commence déjà à me tortiller sur ma chaise, là, embarrassé par un certain nombre de points qu'il a relevés. Alors, comment est-ce qu'on procède ? Vous notez tout ce qui se dit, évidemment, peut-être pouvoir s'exprimer. J'ai relevé que nous avons un nouvel orateur avec nous, Maître Vittori, qui est remonté de la table ronde précédente, ce qui nous fait plaisir. Ça nous fait un notaire qui va nous relever des observations bien pratiques, mais est-ce que ça nous donne 10 minutes de plus ou pas ? Logiquement, oui, parce que le temps est toujours le même avec des orateurs supplémentaires. Accordé. Arrête, ouais, tu es accordé, ok, c'est bon. Donc, 10h40, la vente est un contrat important. Donc, ça nous fait 10h40. Alors, il y a un certain nombre de points, évidemment. François, vous avez relevé des discussions souvent animées que nous avons eues, mais selon ce que j'ai indiqué dans mon introduction, voilà, on a mis une ébauche notamment sur cette question de la prescription et pour attirer les observations et améliorer le texte. Sur le prix, sur la fixation du prix, ce que vous avez soulevé, là encore, c'est un point de méthodologie que nous avons rencontré pour l'ensemble des contrats, qui est de savoir jusqu'où est-ce qu'on renvoie au nouveau droit commun de l'ordonnance de 2016, qui est précisément tout neuf et qui a un certain nombre de lacunes, dont celle que vous avez relevée sur la réduction du prix. Les deux points pas de friction, mais de discussion d'approfondissement, ce seront le prix et le délai. Et la parole est à Maître Hébert. Je vous remercie, monsieur le professeur. Et puis, je voulais remercier Christophe Vernière de m'avoir associé à vos travaux. Alors, quelques propos généraux avec le professeur Chenédé. On s'est partagé, bien sûr, les tâches parce qu'il y avait plein de choses à dire dans un délai assez court. Alors, en observation rapide, le lecteur appréciera de voir qu'il y a un plan presque universitaire dans la présentation du contrat de vente, avec la formation, les effets, les obligations du vendeur, les obligations de l'acheteur. Ça, c'est très agréable par comparaison avec le plan que l'on avait jusqu'alors. Et par exemple, le paiement des frais par l'acquéreur se trouve bien aux obligations de l'acquéreur, alors qu'autrefois, 1593 du Code civil, fallait aller le chercher avec difficulté. J'apprécie aussi la modernisation de l'article 1596 qui pose des règles d'incapacité spéciale d'acquérir, une extension aux personnes publiques. Et puis, il y a un petit morceau de phrase. Le nouvel article 1596 commencerait par « sous réserve de dispositions légales spéciales ». Et ça, ceux qui font des ventes par les collectivités locales apprécieront, puisqu'il y avait un problème d'articulation entre 1596 du Code civil et 432-12 du Code pénal qui pose un problème parce qu'il y avait des exceptions à l'incapacité spéciale d'acheter qui étaient pénales et qui étaient en contradiction avec l'interdiction civile qui, elle, était générale. Et donc, elle vient d'être réglée par ce petit morceau de phrase. Donc, ça fait partie des bonnes petites surprises pour la pratique notariale. Alors, sans doute par des formations professionnelles, je me suis plutôt intéressé aux dispositions relatives aux promesses de vente. Alors, je vais les prendre dans le temps qui m'est imparti, dans l'ordre de numérotation. D'abord, l'article 15. Alors, je ne vais pas tout éplucher mot à mot. Simplement, la promesse synalagmatique, qui avait été un peu la grande oubliée de la réforme des contrats,
eh bien, on la retrouve à l'article 15. On dit, autrefois, on disait la promesse de vente vaut vente, et là, on a l'adjectif synalagmatique, qu'on connaissait déjà, mais il apparaît dans le texte. Une distinction est faite désormais entre la promesse synalagmatique de vente qui vaut vente, celle qui ne vaut pas vente. On a repris, là, a priori, la jurisprudence existant dans un style évidemment ramassé, mais ça, c'est le style législatif. Alors, ce qui m'a intéressé, bien sûr, aussi, c'est la rupture de la promesse de vente, avec une distinction suivant que la rupture touche une promesse synalagmatique qui vaut vente ou qui ne vaut pas vente. Quand elle ne vaut pas vente, s'il y a rupture de ce contrat, ben, c'est simplement des dommages et intérêts, comme on a un petit peu en droit commun des contrats avec l'offre de contrat. Et puis, lorsque la promesse synalagmatique de vente vaut vente, ce que l'on rencontre le plus souvent tout de même dans la pratique notariale, et bien là, on a un article, un alinéa qui nous dit, c'est le dernier, l'inexécution d'une promesse synalagmatique de vente ne valant pas vente. Non, pardon, c'est celui d'avant. Le contrat conclu en violation d'une promesse synalagmatique de vente qui vaut vente, avec un tiers qui en connaissait l'existence, est nul. Alors ça rappelle évidemment furieusement l'article 1124 alinéa 3, qui est en droit commun des contrats, et ça fait un parallèle entre la promesse unilatérale de vente et la promesse synalagmatique. Lorsque le vendeur a vendu 2 fois le même bien et qu'au départ c'était une promesse unilatérale de vente, on a l'article 1124 alinéa 3, et lorsque ce sera une promesse synalagmatique, on aura désormais cette nouvelle disposition. Donc là, on a un parallèle tout à fait intéressant. Alors évidemment, pour citer le professeur Pierre-Yves Gauthier, ça fait un peu morceau de code, parce que il faut aller chercher pour les promesses unilatérales dans le droit commun des contrats, tandis qu'il faut aller chercher dans le droit spécial de la vente pour les promesses synalagmatiques de vente. Mais bon, on le fera quand même. Alors, une petite observation à ce sujet-là, pas pu m'empêcher de faire un parallèle avec un article que j'apprécie moyennement, mais c'est subjectif. C'est l'article 1198, alinéa 2 du Code civil. Là, c'est l'hypothèse où, là encore, un vendeur a vendu 2 fois le même bien, mais là, on a mis des règles de publicité foncière dans le droit commun des contrats. Alors, on peut faire un parallèle parce que dans les deux cas, on a un vendeur qui a vendu 2 fois le même bien et on a un conflit à résoudre. Alors évidemment, sur 1124 alinéa 3 et sur la nouvelle disposition, on est sur un terrain civil et avec une sanction de nullité, tandis que dans l'autre cas, on est sur le terrain de la publicité foncière, et évidemment, il faudra remplir les conditions de la publicité foncière. Et ce parallèle, il peut être parfait maintenant, alors que certains auteurs, et notamment le professeur Sebé qui est là, avait fait remarquer dans un ouvrage récent que l'articulation était difficile, parce que jusqu'alors, on n'avait sur le plan civil que les PUV qui étaient concernés par la revente par le même propriétaire. Alors, un autre article, l'article 20. Alors l'article 20 qui nous dit la promesse de vente, quelle qu'elle soit, unilatérale, synalagmatique, elle est soumise en tant que de raison, eh bien, aux règles applicables à la vente. Alors ça, c'est une nouvelle figure, et on en trouve l'explication dans l'exposé des motifs, où on nous dit que les règles de la vente s'appliqueront parfois eh bien, à la promesse. On ajoute, si un tel texte n'était peut-être pas nécessaire en ce qui concerne la promesse synalagmatique, eh bien, il est précieux pour la promesse unilatérale de vente. Et on nous donne un exemple. Si un vice caché apparaît après la conclusion de la promesse, les règles relatives à la garantie des vices trouveront à s'appliquer, et celui qui envisageait d'acquérir pourra mettre fin à la promesse ou agir en réduction du prix. Donc vous avez quelqu'un qui a une promesse, qui peut ne pas valoir vente d'ailleurs, mais qui quand même vaudra un petit peu vente, puisque elle pourra produire les effets d'une vente. Alors, l'exemple donné dans les motifs pour justifier l'existence de la règle, je vous avoue que, je ne dis pas qu'elle n'est jamais arrivée, mais bien entendu, mais je vous avoue que personnellement, je n'ai jamais rencontré en 25 ans de pratique. En revanche, ce que j'ai rencontré, c'est des clauses qui sont différentes entre l'avant-contrat et la vente définitive. Alors, par exemple, on a une servitude qui est rédigée de manière différente entre l'avant-contrat et la signature définitive, ou alors une clause de non-concurrence qu'on a dans l'avant-contrat qui disparaît dans la vente définitive, ou encore la clause de répartition des taxes, de la taxe foncière en matière de vente d'immeubles, qui est rédigée de manière différente, et ça crée un conflit après la régularisation définitive de l'acte. Alors, jusqu'alors, dans ces hypothèses-là, le juge avait tendance à considérer que c'était la vente définitive qui écrasait en quelque sorte l'avant-contrat et qui marquait la volonté définitive des parties.
Aujourd'hui, je verrais très bien une des parties qui voudrait se prévaloir de l'avant-contrat en disant mais il produit les effets d'une vente, et on va se retrouver dans une espèce peut-être de conflit vente contre vente, et il reviendra, vente entre guillemets contre vente définitive, et il reviendra sans doute au juge de se débrouiller avec l'application en tant que de raison des règles de la vente. Et puis enfin on a l'article 42 de l'avant-projet. Alors cet article 42, là aussi il y a le fond, la forme. Sur la forme, c'est agréable pour le lecteur d'avoir un chapitre 2, les règles propres à certains types de ventes. Ça, c'est bien, j'ai apprécié. Et puis, on a la vente d'immeubles. Alors, évidemment, ça fait plaisir au notariat de retrouver des dispositions spécifiques à la vente d'immeubles. Alors, quand même, à cet article 2, on a la reprise de l'actuel article 1589-2. Alors, 1589-2, c'est l'obligation d'enregistrer certaines promesses dans un certain délai pour leur validité. Et la sanction, donc, c'est quand même la nullité. On a une sanction civile pour une règle fiscale. Bon. Alors, toujours est-il que cette règle, elle est logée désormais dans une section, la vente d'immeubles. Alors, question de forme, il faudra certainement retirer, parce qu'il a été pris presque tel quel, cet article, il faudra retirer la vente de fonds de commerce qui y figure encore, et la vente du droit au bail, ou alors il faut loger ce bout-là ailleurs, parce que là, ce ne sont pas des ventes d'immeubles. Autre chose au niveau de la forme et du fond, on remarque que désormais, ça nous est expliqué dans l'avant-propos, dans l'exposé des motifs, l'obligation d'enregistrement qui jusqu'ici n'était que pour les promesses unilatérales de vente est étendue aux promesses synalagmatiques. Et on nous dit que cette extension est parfaitement normale puisque rien ne commande, je cite l'exposé des motifs, rien ne commande que les promesses synalagmatiques de vente ne soient pas non plus enregistrées. Alors, rien ne commande. Alors, c'est vrai qu'on peut le discuter, on l'a discuté, mais c'est vrai qu'en 1963, quand la règle a été créée, cette règle-là d'enregistrement des promesses unilatérales de vente, il s'agissait de lutter contre peut-être des vieilles pratiques plus ou moins disparues, mais qui permettaient à des négociateurs immobiliers de revendre la promesse, de se faire de l'argent là-dessus. Alors, on pouvait considérer que c'était beaucoup plus facile, lorsqu'il s'agissait d'une promesse unilatérale de vente, plus facile à circuler, si j'ose dire, qu'une promesse synalagmatique qui est déjà une vente. Alors, cela étant, pourquoi pas l'étendre à la promesse synalagmatique, mais ce qui est amusant, c'est que même dans l'exposé des motifs, après avoir proposé une extension aux promesses synalagmatiques de vente, on nous dit finalement le législateur pourra bien le supprimer complètement. C'est-à-dire, finalement, on n'enregistre plus du tout les promesses. Comme ça, on est tranquille. Alors évidemment, personne ne pleure en général quand on supprime un impôt. Mais à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est qu'on va supprimer un grand morceau de la section dédiée, consacrée à la vente d'immeubles. Il ne restera plus guère que la lésion, dont j'ai cru entendre d'ailleurs que la Commission avait discuté de sa suppression. Et alors, c'est dommage, parce qu'on aurait pu mettre dans cette section des choses qui n'ont pas été reprises, qui sont dans l'actuel Code civil, mais qui n'ont pas été reprises et qui sont spécifiques aux ventes d'immeubles. Par exemple, l'article 1605 sur l'obligation de délivrance pour les immeubles, 1617 et 1618 qui ont pu être considérés comme obsolètes sur la contenance des biens immobiliers, 1638 quand même sur les servitudes et les charges non apparentes, alors qui existent dans l'avant-projet, mais dans un article 34. Mais bon, c'est quand même spécifique à la vente d'immeubles. Et puis, puisqu'on y était, on aurait pu mettre dans cette section des choses que l'on trouve ailleurs dans le Code civil. Le fameux article 1198 alinéa 2, forcément immobilier, mais aussi des dispositions que l'on trouve dans d'autres codes. L290-1 du Code de la construction et de l'habitation sur les promesses de plus de 18 mois, mais aussi les dispositions du Code des procédures civiles d'exécution, pourquoi pas, qui prévoit une vente amiable sur autorisation de justice, qui est un droit spécial de vente. Même chose pour des dispositions relatives aux ventes d'immeubles par des personnes publiques sur des biens publics que l'on trouve actuellement dans le Code général de la propriété des personnes publiques, et encore des dispositions du Code de l'urbanisme qui concernent les promesses de vente. Puisqu'on y était, on aurait pu étoffer donc notre section. Mais bien entendu, je ne peux que féliciter le travail de la Commission et évidemment c'est intéressant parce que ça ouvre à des discussions, ce n'est pas fermé. Voilà, je vous remercie. Merci.
Merci pour ces riches observations. Vous mettez le doigt là encore sur un certain nombre de points importants. Tout d'abord, les promesses. C'est vrai que pour ma part, j'étais assez surpris que l'ordonnance de 2016, qui ne traite que du droit commun, se soit emparée dans deux malheureux articles, 1123 et 1124, d'avant-contrat essentiels qui sont essentiellement applicables en matière de vente. Donc, pour ma part, ça me semblait relever du droit des contrats spéciaux. Alors nous avons essayé d'en mettre un peu plus, peut-être pas assez, vous l'avez relevé. Et puis sur la vente immobilière, peut-être aussi, vous avez soulevé en même temps une question de méthodologie, nous devrions probablement reprendre plus d'articles figurant dans le Code civil actuel pour les ranger, pour alimenter ce contrat spécial de vente immobilière. Merci. Maître Vittori, vous avez la parole. Bonjour à tous. Donc j'ai choisi d'illustrer quelques dispositions d'un point de vue pratique, puisque c'est mon métier. Alors le premier point, c'est l'article 2 qui traite du droit personnel de jouissance. En tout cas, en tant que praticien, ce n'était pas une évidence et c'est très intéressant pour nous parce que lorsque nous avons affaire à des situations qui mettent en exergue un droit personnel de jouissance, on avait tendance à recourir à des contrats qui rentrent dans l'ordre public, les baux commerciaux ou d'autres contrats, ou alors à recourir à des contrats qui sont des contrats spéciaux, tels que le bail civil, le commodat. Un exemple, les promoteurs qui ont besoin d'afficher leur commercialisation, les bulles de vente sur un terrain, pour un programme, ils sont sur un terrain qui ne leur appartient pas. Il faut bien réglementer les droits qu'ils ont, les obligations qu'ils ont dans le cadre de cette occupation. Donc nous, on recourt au commodat, à défaut d'autres outils, qui n'est pas forcément le plus approprié, puisque le commodat est un prêt. Et le droit personnel de jouissance, en discutant avec les auteurs de ce texte, certains, on a découvert, peut-être que c'était évident pour tous, qu'on peut faire un droit personnel de jouissance sui generis par la Convention. Et ce qui nous ouvre des portes dans certains cas, dans le cadre de promesses de vente. Donc ça, c'est très important en pratique pour nous. Deuxième point important pour nous en pratique, qui est une nouveauté et qui va peut-être mettre un terme à beaucoup de discussions de praticiens pour la rédaction des contrats, c'est l'article 12. J'interviens pour le compte d'une société qui a créé l'usufruit locatif social. L'usufruit locatif social, c'est quelqu'un qui est propriétaire d'un bâtiment et qui va conférer à titre onéreux un usufruit d'une durée de 15 ans minimum sur un immeuble à un bailleur social et qui va commercialiser la nue propriété qui lui reste à des investisseurs. Et la constitution de ce droit d'usufruit à titre onéreux, lorsque les matrices ont été créées, je n'étais pas là, a emprunté la forme de la vente. Donc sans doute en faisant référence à la théorie du démembrement de propriété, le plein propriétaire va vendre son usufruit à un bailleur social. Je viens de Lyon, donc je ne suis pas spécialement d'accord avec cette interprétation. Et donc là, vous avez donné une justification dans le Code civil, puisque dans l'alinéa 2, vous le dites que la constitution d'un droit à titre onéreux est soumise aux règles de la vente. Et donc on va pouvoir, si on ne partage pas la théorie du démembrement de propriété, emprunter quand même la forme d'une vente, puisque en réalité, le constituant va percevoir une somme d'argent qui est un prix dans les contrats. Donc ce qui va pouvoir mettre un terme à certains débats, ce qui va nous faciliter la vie, indépendamment des débats doctrinaux en la matière. Donc ça, je trouve ça vraiment très pratique pour nous. Troisième réflexion pratique. Dans l'article 15, vous avez précisé, pour ne pas redire tout ce qui a été dit, que la promesse cinématique de vente ne vaut pas vente lorsque les parties l'ont prévu. Je voulais vous dire qu'en pratique, je n'ai toujours pas compris l'intérêt d'une promesse cinématique de vente qui ne vaut pas vente, puisqu'il existe plein d'autres contrats, d'avant-contrats qui permettent, dans ce cas-là, de prévoir les choses entre les parties, des contrats d'exclusivité, enfin un tas de choses. Et lorsque je recours à une promesse cinématique de vente, c'est justement parce que je veux faire une vente sous conditions suspensives. Et donc prévoir une vente sous conditions suspensives qui n'est pas une vente, je ne vois pas l'intérêt. Donc cette disposition est très précieuse pour les praticiens parce que ça existe. Vous avez certains notaires qui font des promesses cinématiques de vente qui ne valent pas vente. Donc c'est bien de le prévoir dans le Code civil, mais l'intérêt de cette pratique-là, je m'interroge encore.
Juste un petit point sur l'article 20. Je connais bien l'historique de cette disposition. Et sur l'article qui vous dit qu'en tant que de raison, la promesse est soumise aux règles de la vente, ça va être sans doute un outil très précieux aussi pour la pratique. Je vais vous donner un exemple. Lorsque le vendeur s'est engagé à vendre le bien libre de toute occupation le jour de la vente dans la promesse, et que le jour de la vente, on s'aperçoit que le bien est squatté. Je ne parle pas du mauvais comportement du vendeur qui ne l'a pas libéré, mais d'un squat d'un tiers. On avait comme recours pour le bénéficiaire de la promesse ou l'acquéreur que le droit commun des contrats, ce qui n'est pas satisfaisant forcément, puisque lui, s'il achète ce bien, c'est parce qu'il le voulait libre. Et si vous prenez quelqu'un qui achète sa résidence principale et qui va être obligé d'aller à l'hôtel avec un garde-meuble pendant des mois pour demander au squatteur de partir, c'est pas forcément une situation très agréable. Et l'un des intérêts de ce texte, c'est qu'on va pouvoir recourir désormais au droit de la vente. Par exemple, la garantie d'éviction qui va venir au secours de l'acquéreur pour s'extirper de cette situation. Donc ça, c'est vraiment un avantage certain. On s'est beaucoup interrogé avec le professeur Grimaldi sur ces cas-là, entre la promesse et la vente, et le droit commun des contrats ne permettait pas de nous apporter toutes les solutions. Donc je suis très heureux de voir cette disposition. J'ai 2 derniers points. L'article 25, les droits et actions du vendeur, qui sont l'accessoire du bien vendu, sont transmis à l'acheteur. Un point pratique, vous trouverez dans toutes les matrices de vente des notaires le recours à la subrogation. J'ai jamais compris, depuis que je fais du notariat, j'ai toujours banni cette expression dans mes ventes, puisque lorsqu'on est vendeur, on ne subroge pas l'acquéreur. On lui cède une chose, et il n'y a pas place à la subrogation. Et c'est une notion juridique, la subrogation, qui est utilisée par tous les notaires de France, à mon avis, à tort. Et on pouvait déjà, avant la réforme, utiliser la cession de droits, la cession d'actions, plutôt que recours à la subrogation. Donc cet article, j'espère, va pouvoir permettre de mieux rédiger les actes de vente sur ce point-là. Un dernier petit point sur l'article 143 et 144. L'article 144, donc ça c'est vraiment une petite remarque, précise que l'article 143 précise que la procuration n'est qu'une délégation de signature. Donc c'est vrai que le mandat peut être une délégation de pouvoir ou une délégation de signature selon ce que les parties ont voulu. La délégation de signature ne permettant à son bénéficiaire que de signer un contrat sans possibilité de négocier ce contrat. En pratique, dans le notariat, on fait beaucoup de procurations. Et en fait, en réalité, la procuration est tantôt une délégation de signature, tantôt une délégation de pouvoir. Il faut regarder le contenu du contrat. Donc là, lorsqu'on appellera un contrat une procuration, ça ne sera qu'une délégation de signature. Et ce qui est très heureux, c'est que vous ayez pensé à exclure la délégation de signature et donc la procuration de l'article 1161 qui traite du conflit d'intérêts lorsque un mandataire représente plusieurs personnes au sein d'un même contrat ou lorsqu'il contracte avec lui-même, puisqu'il est mandataire de son co-contractant. Et lorsqu'en revanche, on est titulaire d'une simple délégation de signature, on ne voit pas en effet ce qui s'oppose à ce que le bénéficiaire d'une simple délégation de signature soit partie au contrat d'une partie qu'il représente ou représente plusieurs parties, puisqu'il n'a que la faculté de signer, pas la faculté de négocier le contrat, donc aucun problème. Excellente idée. Et ça va nous régler beaucoup de difficultés en pratique. Merci beaucoup.